Hello à tous, après vous avoir montré hier comment était cultivée la canne à sucre chez Rhum JM, aujourd'hui je vous emmène derrière moi dans la distillerie de Fontpréville afin de découvrir comment est produit justement ce rhum légendaire. Allez, venez avec moi. Emmanuel? Oui, Enchanté Bruno. Emmanuel, bienvenue à Fontpréville. Merci, est-ce que vous pouvez présenter rapidement la caméra? Oui, donc je suis Emmanuel Béchaud, je suis le directeur de la distillerie de Fontpréville à Macouba, en Martinique. Et qu'est-ce qu'on fait ici? L'idée c'est de transformer notre canne à sucre Ouais, j'ai déjà vu ça. en un breuvage qu'on appelle du rhum agricole. Et comment ça se passe justement? J'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs étapes à plusieurs endroits différents. Oui, on va d'abord recevoir la canne à sucre sur une table, sur un grand conquet de réception. On va stocker provisoirement à peu près 2 heures de stock de canne à sucre. Donc on a un flux régulier de canne qui arrive directement des champs. Puis cette canne, on va la préparer en 2 étapes, un coupe-canne puis un shredder. Donc on va défibrer cette matière première D'accord. pour avoir un amas de fibres qui vont ensuite passer dans 3 moulins qui sont ici en contrebas et qui vont nous permettre d'extraire le jus et le sucre. Ce qui nous intéresse dans cette première étape, c'est l'extraction du sucre. Ok. Meilleur on va être dans le broyage, Mieux ce sera. meilleurs seront les résultats au final. Et puis ce jus, on va l'envoyer dans des cuves de fermentation. Là, une fermentation très rapide, on va fermenter en 24 heures. Ok. Et à l'issue de cette fermentation, on va faire passer dans ces grandes colonnes en cuivre ce jus pour récupérer l'éthanol, la partie alcool. Ok. Et cet ensemble va devenir du rhum agricole. Très bien. Et est-ce qu'on peut aller voir où ça se passe exactement Ouais. la première Eh ben, étape? allons-y. Alors où est-ce qu'on arrive Emmanuel là? Mais donc nous arrivons sur notre partie stockage de la matière première, donc la canne à sucre qui arrive en tronçon. Donc on est sur une table à canne qui va nous permettre de stocker à peu près 2 heures de broyage. On a à peu près 50 à 60 tonnes de capacité dans cette table. L'objectif c'est recevoir les camions les uns après les autres, de surtout pas stocker la matière première. C'est du sucre, donc les petites bébêtes, les bactéries, les levures, elles adorent ça. D'accord. Et si on le laissait en l'état, on aurait des développements bactériens et fermentaires avant broyage qui ne sont pas du tout intéressants dans notre process. Ok, c'est quoi la deuxième étape? Donc toute la partie défibrage, et puis après on va passer au broyage et à la production du jus. C'est par là-bas? On descend. C'est parti. Donc là on est dans la partie de défibrage en fait de la canne à sucre, qui est un roseau qui est très dur. Il faut absolument l'éclater avant de passer au broyage. Donc là on a coupe-canne puis shredder, et puis progressivement la fibre de canne va partir sur les tapis en caoutchouc pour alimenter la partie broyage, où là on va extraire le jus de canne. Donc on va passer de cette étape de préparation à la partie broyage, et je t'invite à me suivre. Ah bah, c'est parti. Après la partie préparation, où on a défibré cette canne, on va passer à la partie broyage. Donc on a une succession dans la distillerie de 3 moulins avec des cylindres horizontaux qui tournent les uns sur les autres. Et donc la fibre de canne va traverser ces moulins et être comprimée sur 3 points précis dans chaque moulin. D'accord. On va extraire le jus sur le premier moulin, et à la sortie du premier moulin, on va procéder à l'imbibition. C'est-à-dire qu'on vient arroser la fibre qui reprend ses esprits d'eau et du jus du troisième moulin. C'est une petite technique qu'on appelle l'imbibition croisée, pour ensuite donc essayer de récupérer encore du sucre qui s'est attaché à la fibre. Donc rebelote, deuxième moulin, et là on rebroie, donc on va avoir un jus qui va être moins sucré qu'au premier moulin. Et à la sortie de ce deuxième moulin, là on arrose, on inonde d'eau la fibre, parce qu'il faut qu'on la lave. Nous on est des chasseurs de sucre, il faut vraiment qu'on récupère le maximum de sucre, et donc on va récupérer un jus qui sera en définitive très pauvre à la sortie du dernier moulin, mais on aura enlevé toute la partie sucrée de cette fibre, et donc le jus on va l'envoyer dans les cuves de fermentation, et ça va fermenter 24 heures. Et si tu veux, je te propose d'aller regarder comment ça se passe. On peut aller voir ça? C'est par là-bas j'imagine? Oui, bien évidemment. C'est parti. Alors où est-ce qu'on se situe maintenant? Donc là on est dans la partie fermentation, donc les cuves ont été remplies de jus. Donc on va simplement rajouter des levures par enfoncement de cuve mère, c'est-à-dire qu'on a une cuve qui travaille toute la journée et dans laquelle on va puiser pour remplir ces cuves. Là, comme tu peux le constater, on est en pleine fermentation alcoolique. Donc on va transformer les petites molécules de sucre qu'on aime particulièrement bien ici en éthanol, et cet éthanol on va le récupérer dans la phase de distillation. Par contre c'est immense hein. On se rend pas compte Ouais, mais... c'est un petit 30 000 litres, 300 hectos pour les puristes. Donc on va aller voir Bernadette qui s'occupe de la distillation. Bruno, je te présente Bernadette. Bernadette, enchantée. Enchantée. Ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait ici alors? Ici, on commande des colonnes de distillation. Après l'obtention du vin fermenté,
Le vin est envoyé directement au niveau des colonnes pour pouvoir séparer les différents composants. Bon, du coup, on va évaporer le rhum, l'alcool. Dans les vinaigres, on va extraire le pied, eau et autres composants du vin. D'accord. À ce moment-là, les vapeurs de rhum seront liquéfiées dans le condenseur. Suite à cela, on va obtenir la phase liquide ici, le rhum avec un degré d'alcool compris entre 65 et 75 degrés. Ok, donc j'ai l'impression que c'est une étape cruciale quand même qui se passe Oui, ici. stratégique. C'est pour ça qu'on l'a confié à Bernadette. Ah, Bernadette, grosse pression sur les épaules. Donc là, toi, c'est l'étape ultime de la partie broyage de canne. La fibre de canne qui devient de la bagasse devient un combustible pour nous. Donc au fond, le silo qui va alimenter automatiquement la chaudière, on va en consommer à peu près 40%. Il faut compter qu'on a sur une tonne de canne 300 kg de bagasse. Donc énormément de volume à traiter. On a une station de compostage donc, qui va nous permettre de transformer cette bagasse en compost. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, produire de l'électricité. Donc ça va partir à Trinité dans une centrale de cogénération. Donc c'est une vraie économie circulaire en fait. 100% de nos déchets sont réutilisés. Je suis actuellement avec Williams qui bosse dans la chaudière, c'est ça qui est derrière nous. Exact. À quoi ça sert la chaudière? La chaudière, ça nous permet de produire de la vapeur. Donc en fait, on a un générateur alimenté avec de la bagasse. C'est la même bagasse qu'on a vu qui est utilisée pour le compost. Il y en a une partie qui arrive ici du coup pour être utilisée autrement, c'est ça? Exactement. On est totalement autonome. On fait un broyage avec la canne. Une fois qu'on a récupéré tout le jus, ça ressort sous forme de bagasse. Ça part sur des convoyeurs qui viennent directement de notre silo. Et nous, on alimente notre chaudière. Donc vous voyez, vous avez des fumées là-haut. Des fumées qui sont correctes. C'est grâce à un électrofiltre qui nous permet de tout filtrer et de soustraire les fumées néfastes afin d'avoir aucun déséquilibre dans la nature. Ok, parfait. Merci Williams. Pas de souci. J'ai ensuite rencontré Capucine qui m'a parlé de la vinasse, le résidu de la distillation qui est retraité dans des bassins situés juste au-dessus de la distillerie. Du coup, où est-ce qu'on est actuellement? Ici, c'est la station de traitement des effluents. C'est vraiment les vinasses qui sortent exactement comme elles sortent de la colonne à distiller. La seule différence, c'est qu'elles ont été refroidies. Et une fois que c'est refroidi, du coup, ça arrive dans ce bassin-là, qui est un petit peu la salle d'attente. Donc, il n'y a pas de traitement particulier qui se fait. On reçoit les effluents tout au long de la journée et de temps en temps, il y a des pompes qui se mettent en route pour envoyer dans le bassin de traitement qui est derrière. Du coup, là, on sort du premier bassin de salle d'attente qu'on a vu juste avant. Et là, on entre dans le dur du traitement. C'est la première partie du traitement qui se fait ici, dans le bassin qu'on appelle le bassin de traitement ou d'aération. Pourquoi d'aération? Parce qu'on a 3 énormes turbines qui aèrent en continu pour apporter de l'oxygène dans la masse et permettre le développement des bactéries. Et une fois que du coup tout ce travail-là est fait, là on va envoyer dans les filtres plantés végétaux. Ok, cool. Tu me montrerais pas à quoi ça ressemble? On y va. Allez, c'est parti. Donc c'est ça la fameuse innovation. C'est ça, le principe, c'est qu'on a toute une étendue qui soit plantée avec des plantes qu'on a sélectionnées par rapport à leur système racinaire. En fait, quand les vinasses arrivent dans le lit planté, toutes les particules de boue vont rester à la surface et l'eau, grâce au système racinaire des plantes, va s'infiltrer jusqu'à atteindre le vrai filtre qui est en dessous, qui est en fait des couches de gravillons à granulométrie successive. Donc c'est vraiment ça qui va filtrer nos effluents. En dessous, on a une canalisation où on récupère l'eau propre qui va servir à l'irrigation des bananes. Et la fine couche de boue qui reste à la surface va être traitée naturellement par les bactéries de la plante et du sol. D'accord. Donc là, pour se montrer un petit peu, on avait les vinasses telles qu'elles sont arrivées dans le filtre planté. Ok, effectivement, c'est assez dense. Et l'eau Et là, claire, c'est beaucoup plus clair. l'eau claire ok. filtrée telle qu'on la récupère en dessous des filtres plantés et qu'on amène jusqu'à l'irrigation des bananes. Ah, donc ça, c'est un vrai exemple de votre production en économie circulaire, quoi. Exactement. On réutilise tout, rien ne se perd, tout se transforme. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a vu comment était produit le rhum JM, mais il reste un élément incontournable de l'élaboration, c'est l'étape du vieillissement. Je vais en savoir plus avec Karine, la maître de chez. Bon, il y a Emmanuel qui m'a raconté comment on faisait du rhum blanc. Est-ce que tu peux expliquer comment on arrive au rhum vieux maintenant? Tout simplement, le rhum vieux, c'est du rhum blanc qu'on met dans un fût Et qui vieillit. et qui vieillit pendant un certain nombre d'années. D'accord. On est sur 1 an de vieillissement pour les rhums élevés sous bois, donc les rhums paille, gold en anglais.
3 ans pour un VO, VSOP 4 ans, XO 6 ans, et plus 10, 15, Affinité. 25 ans. Tu peux me montrer un petit peu à quoi ça ressemble justement? Oui. Les différences, parce que là il y a quand même beaucoup de belles bêtes autour de nous. Alors, on a des fûts ici qui sont des fûts américains, fûts neufs. Et la rangée du fond, on est sur des fûts américains aussi, chênes américains, mais des fûts d'occasion. Tout ça, ça va avoir un énorme impact, j'imagine, sur les senteurs, etc. qu'on aura à la fin sur votre rhum. Exactement. En fait, le chêne américain, tu vas être sur quelque chose de très gourmand, avec des notes fruitées assez intenses. Et lorsque on est sur du fût neuf, on va avoir toujours ce côté fruité, mais on va rajouter aussi des notes toastées, de pain grillé, d'épices, de vanille, de cannelle, qui vont être un peu plus marquées. Et là, j'imagine qu'il n'y a pas toute votre réserve quand même. Non. Il y en a beaucoup, mais vous en avez Là- combien chez RGM? Là, on en a 741 dans ce bâtiment-là, dans ce chai de vieillissement. D'accord. Mais au total, on en a un peu plus de 11 500 fûts en vieillissement. 11 500. Oui, Donc je pense qu'il y a des petites salles secrètes où on peut en voir d'autres. exactement. Tu m'emmènerais voir ça? Allez, on y va. C'est parti. Regarde mon secret là. Ouh là 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 là. J'avance. Ah oui, c'est un grand secret quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a de si secret cet endroit? Alors ici, on a nos plus vieux millésimes, D'accord. On parle de combien d'années là par exemple? 25 ans. Et est-ce qu'il y a d'autres types de fûts spécifiques à cet endroit? Oui, alors en bas dans le chai Waouh, on avait que du chêne américain. D'accord. Ici, on a chêne américain et aussi chêne français. Ah, chêne français. Est-ce que Ouais. tu pourrais me montrer à quoi ça ressemble? Ben, on en a un juste là, C'est vrai? tu vois, Où ça? ici. Ça, Ça? le fût de 225 litres, là, c'est du chêne français. Ok. Pourquoi? Parce que les chênes américains sont de capacité 200 litres. Voilà, ici par exemple. Et le type français de base, c'est 225 litres. D'accord. Mais je peux avoir aussi du 110 litres, du 400 litres. Donc il y a un peu tout est possible. Et le petit millésime quand même, j'ai bien envie de le voir aussi. C'est par Alors, où? il est un petit peu caché, il est tout au fond du chai. Il est tout au fond, c'est parfait. Du coup, ça c'est le millésime, c'est ça? Ça, c'est les très très vieux millésimes, plus de 20 ans d'âge. Donc Ok. là, tu as 97, 98, 99 jusqu'à 2002. Alors les années 90 sont derrière. Ouais. Et pourquoi vous les gardez aussi longtemps finalement? Parce que depuis l'année dernière, on les met en bouteille. Donc l'année dernière, on a mis le 96 en bouteille. D'accord. Cette année, on va mettre le 97. Ça leur assure une qualité vraiment extraordinaire? Ah là, on est sur du très 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 haut de gamme et du très vieux rhum. Aïe aïe aïe. Et question qui peut être un peu bête, mais sur quel type de saveur on va arriver justement avec l'âge? Alors avec l'âge, on va être sur quelque chose qui va être très liquoreux. On va être sur le pruneau, la figue séchée, la date, un petit peu de vanille, mais là, vraiment la gousse de vanille fondue. Enfin vraiment quelque chose de très presque madérisé, liquoreux. Ça a l'air un peu plus doux de ce que tu me dis. Exactement, parce que plus on fait vieillir, moins on a d'alcool aussi dans le fût et D'accord. dans le rhum. Donc du coup, plus on va avoir quelque chose qui va être très doux en bouche. T'as un petit préféré toi? Ils sont tous mes bébés. donc. Merci pour la visite. À plus, moi je passe par là, tu fermes le chai. Je vais essayer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé sur l'élaboration du rhum chez Rhum JM. C'était hyper captivant. Et le prochain épisode, il sera plus axé sur la formation et la politique RSE dans le groupe.